Si je vous dis multijoueur, vous pensez plutôt à ceci ou plutôt à cela? Parce que si vous pensez plus à cela qu'à ceci, c'est peut-être parce que vous êtes des vieux en fait. C'est-à-dire que les jeux les plus populaires au monde de nos jours, c'est tous des jeux en ligne. Vous jouez sur internet avec des gens qui n'ont pas besoin d'être présents à côté de vous. Pour un gamer d'aujourd'hui, le multijoueur local, avec des gens tous assis dans la même pièce, c'est plutôt un truc du passé. Ou alors un truc que Nintendo est le seul à encore faire. Eh bien c'est inexact. En réalité, le multilocal a connu ces dernières années une véritable résurrection, en grande partie grâce aux petits développeurs qui ont trouvé la place de s'exprimer sur des plateformes comme Steam et qui ont pallié ce manque de jeux multijoueurs conviviaux qu'on peut envoyer en soirée pour faire participer le plus de monde. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette nouvelle vague derrière des appellations comme coop, apéro game ou couch gaming. C'est cette dernière expression que nous allons retenir ici pour vous parler du jeu canapé. Alors, tous les jeux multijoueurs ne sont pas forcément des jeux canapés. C'est pourquoi on va essayer de voir ce que les jeux de cette tendance ont tous en commun et quelles sont leurs caractéristiques. Vas-y, mais tu l'as raté là. Suicide-toi, suicide-toi, suicide-toi. Pour commencer, il s'agit de jeux en multilocal. C'est ce que suggère le mot canapé dans l'expression jeu canapé, des gens assis ensemble dans la même pièce. Par corollaire, ça se joue sur un même écran, par opposition à une LAN, où il faut apporter son ordi, ce qui en plus d'être contraignant ne donne pas les mêmes informations à tous les joueurs. On remarquera que depuis les années 90, les écrans de télévision dans le commerce ont eu tendance à s'agrandir, et à se partager en 3 ou 4. Parce que oui, idéalement, le jeu canapé se pratique à 3 ou 4, ou plus. Ce sont des jeux qui scale bien, ou pour parler mieux français, plus on est des fous, plus on rit. Même dans le cas des jeux canapés à seulement 2 joueurs, on remarque que les parties sont souvent calibrées pour rester courtes et permettre de faire rapidement tourner la manette avec ceux qui ne jouent pas. Et même pour ceux qui ne jouent pas, les jeux canapés tâchent dans l'ensemble de rester sympas à regarder, pour que le maximum de monde puisse comprendre les enjeux de la partie en un coup d'œil, un peu comme quand on regarde un match de sport à la télé. Sauf que le jeu canapé tend à ne pas se laisser enfermer dans la catégorie sport, car pour l'individu lambda, le sport peut paraître antinomique avec une certaine idée du fun. Pourquoi ? Ça fait chier, regarde ça. Tu crains vraiment, enfoiré. Putain de merde. Parce que, contrairement à un jeu de sport pur et dur, une simulation en gros, le jeu canapé compétitif fonctionne avec une part d'aléatoire. La victoire ne repose pas entièrement sur la dextérité du joueur, car le jeu incorpore des systèmes pour entraver le skill et rebattre les cartes. Dans un jeu canapé typique, dirions-nous, mais pas tous, tout peut basculer à chaque instant, ce qui a pour effet de désamorcer la compétition. Les dés sont pipés, certes, mais leur effet correcteur permet d'inciter les joueurs moins doués à continuer la partie, en leur donnant une chance de gagner. Et quand c'est bien fait, les joueurs plus doués n'auront pas trop l'impression que la machine leur met des bâtons dans les roues. L'imprévu a aussi son charme, et parfois, voir le maître du jeu numérique renverser la situation reste une méthode efficace pour faire marrer les joueurs. Dans les jeux où le hasard joue un rôle moindre, eh bien la compète ne laisse pas toujours beaucoup de place à l'humour. Et l'humour, justement, c'est peut-être la clé qui nous permet de comprendre l'ADN du jeu canapé. Qu'il soit sombre ou coloré, profond ou débile, tous ces jeux fonctionnent au même carburant. La légèreté, l'immédiateté. Ce qui, finalement, n'est pas si différent des bords d'arcade d'autrefois, qui étaient conçus pour être joués dans des lieux publics, conviviaux, avec beaucoup de spectateurs. Ainsi, pour résumer tout ça, on pourrait avancer que le multilocal plus la légèreté, ça fait du jeu canapé. D'aucuns tristes cires pourraient arguer que sans compète, sans sérieux, cela reste du popcorn vidéoludique. Mais le popcorn, n'est-ce pas quelque chose que l'on aime partager entre amis, calé sur un canapé? On peut appeler ça des tomates cerises vidéoludiques après si ça vous branche plus. Ceci étant dit, malgré les jolis critères que nous venons de lister, on s'aperçoit que ça fait tout de même beaucoup de jeux et beaucoup de formats différents, certains ayant l'air familiers, d'autres moins. L'éventail est tellement large que plutôt que de vous présenter chaque jeu un par un, nous avons préféré distinguer des catégories, des mouvances qui vous permettront d'y voir plus clair dans cet océan de jeux canapés. On commence par la course à aléas. C'est une course, le but est en général de finir en premier, mais cette course comporte des surprises qui viennent perturber les coureurs et chambouler l'ordre établi. C'est ce sacrilège commis contre la beauté du sport qui est à la base de la série Mario Kart, dès 1992. Les Mario Kart ont depuis été clonés des dizaines de fois, parfois à l'identique, souvent pas très bien, mais certains jeux récents ont tout de même réussi à s'en inspirer sans pour autant tout copier, comme par exemple Rumbo, qui remplace le pilotage de cartes par de la plateforme et les bonus par des attaques de corps à corps, ou comme Chalo Chalo, qui met en scène de simples lignes colorées en guise de véhicule. L'autre série historique de course à aléas, c'est les micro-machines, pour laquelle il a même existé des cartouches spéciales permettant de jouer à 4, à l'époque c'était quelque chose de tout à fait inhabituel sur console. Là aussi, le jeu en a inspiré d'autres, comme Mashed et son successeur spirituel Wrecked, qui se joue à peu près de la même façon, ou encore Speedrunners, qui, comme Rumbo, transpose le principe à la course à pied.
La course, ça parle à tout le monde, même en ajoutant des pots de banane. C'est donc un canevas idéal pour le jeu canapé. Et ça marche aussi avec les autres sports. Tenez, complètement au hasard. Telstar Tennis with digital scoring, variable speeds. Telstar Hockey. Each player controls a goalie plus a forward on the other. Bah ouais, ça se joue à deux, Pong. Le tennis, le foot, tous ces jeux de baballe existent depuis très longtemps. On pouvait déjà jouer à la balle au prisonnier avec un copain sur Super Dodgeball en 1989. C'était pas un hasard si au fil du temps, Mario s'est mis à pratiquer à peu près tous les sports du monde. Chacun de ces jeux fait la même promesse aux joueurs. Retrouver l'ambiance de Mario Kart, appliquée à un autre sport, et s'amuser entre potes même lorsque l'on ne connaît rien au sport en question. Aujourd'hui, la baballe reste un motif récurrent du jeu canapé contemporain. Les indés la mettent à toutes les sauces, même les plus improbables. On a vu le succès que ça a rapporté à Rocket League, qui est principalement joué en ligne mais qui fonctionne très bien en écran partagé, en mode canapé quoi. Mais le plus souvent dans le jeu vidéo, ce n'est pas sur un ballon que l'on tape, c'est sur des gens. Et la bagarre, c'est quelque chose de convivial depuis très longtemps. En 1987, Double Dragon nous expliquait déjà dans son titre qu'il faut mieux y jouer à deux, ce qui fait du combat à progression, ou beat'em all, un des premiers genres coop de l'histoire. Castle Crashers, sorti en 2008 sur les tout jeunes Xbox Live Arcade et PlayStation Network, est non seulement des premiers indés à succès sur console, mais aussi un retour inespéré du beat'em all en 2D, à l'ancienne, et à 4 joueurs par-dessus le marché. On a vu quelques années plus tard une autre forme de jeu de bagarre faire son comeback pour les canapés, de la bagarre vue de haut, on dit aussi hack and slash parfois, et dont l'ancêtre historique est Gauntlet, sorti en arcade en 1985 et qui déjà à l'époque pouvait se jouer à 4 joueurs. Ces enfants pullulent aujourd'hui sur Steam. Certains revendiquent un héritage roguelike, ce genre où l'aléatoire et le punitif se rencontrent. D'autres s'inspirent du jeu de tir d'arcade ou shoot 'em up, avec toutes les variantes que ce format très vaste connaît déjà. Et enfin, certains incorporent carrément des puzzles à résoudre à plusieurs, ce qui les fait presque ressembler à des jeux d'aventure, où la bagarre prend finalement une place secondaire. Mais la bagarre, c'est aussi fun entre humains. Pendant longtemps, dans le genre bien précis du versus fighting, seule la série des Smash Bros, entamée en 1999, réussissait à apporter un peu de légèreté dans un genre dominé par des titres sérieux, comme Street Fighter ou Mortal Kombat. Mais à présent, un nouveau style de baston cartonne sur les canapés, une sorte de match à mort subite à base de combats très vifs et où, en général, un seul coup suffit à vaincre son adversaire. C'est cette fluidité dans le jeu qui donne un côté très arcade, très immédiat, et qui favorise naturellement la passation de manette et les tournois d'une soirée. Le premier Nidhogg est un exemple très minimaliste, les joueurs utilisent tous le même personnage unique avec une palette de coups très restreinte. Mais d'autres jeux n'ont pas peur de se construire des mécaniques plus complexes, comme Towerfall avec ses munitions spéciales et ses nombreuses arènes qui permettent de varier les tactiques de jeu. Et puis parfois les soirées sont trop arrosées pour faire croire qu'on est sérieux, c'est là que les jeux débiles font leur office. Toutes les idées trop idiotes pour avoir pu exister autrefois sont désormais réalité grâce au studio indé. Vous pouvez vous battre à coups de narval par exemple. Vous pouvez vous battre à coups de pénis. Vous pouvez vous grimper dessus chacun son tour en sous-vêtements trop serrés. Ce qui rend ces jeux rigolos, ce n'est pas seulement leur contexte. C'est aussi le fait que leurs mécaniques sont parfois absurdes, voire incompréhensibles, et qu'elles nous prennent par surprise quand on y joue. On retrouve alors le registre humoristique des simulateurs de maladresse, qui sont en général des jeux solo, mais dont l'effet comique est ici appliqué à un jeu canapé. Une autre source d'inspiration plus traditionnelle du jeu canapé, ce sont les jeux de société. Il y a eu des jeux de société classiques en jeu vidéo, certes, mais considérons le jeu de loi. Très simple à comprendre, complètement basé sur le hasard, il a servi de base à une des séries les plus populaires du jeu canapé, Mario Party, l'archétype du jeu où tout peut basculer à chaque instant. Et si c'est encore trop skillé pour vous, il y a les quiz, qui furent très à la mode sur PlayStation 2, et oui, mais dont le saint patron est le trop peu connu You Don't Know Jack, dont seul un épisode a été traduit en français, et dont le sens de l'humour devrait ravir les fans du Burger Quiz d'Alain Chabat. Ou une lesbienne folle se fait becqueter toute crue. Alors forcément, entre tous ces jeux, il se produit parfois des métissages, et alors là, on ne sait plus exactement où se classer. Capsule Force est un jeu de plateforme compétitif, Overcooked est un jeu de gestion de cuisine, et Lovers in the Dangerous Space-Time c'est du combat spatial coopératif. Bref, on pourrait presque parler de Guitar Hero, Rock Band, Rhythm Paradise, tous ces jeux de rythme, mais pas seulement. C'est vous dire que le jeu canapé est encore loin d'avoir atteint ses limites. Alors certes, maintenant qu'on a internet, le multijoueur s'est considérablement enrichi. Faire un raid dans un MMORPG, ça n'a plus rien à voir avec les équipes qu'on formait dans Tic et Tac.
Mon frangin prenait toujours tac parce qu'il avait une chemise à fleurs. Dès que t'as une chemise à fleurs, t'es automatiquement le mec le plus cool des deux. Je veux dire, l'autre là avec le chapeau d'Indiana Jones, il pensait c'est Ricky avec une tenue pareille. Mais si on y réfléchit bien, ce retour du multilocal, ce n'est finalement pas un hasard. Le jeu canapé, au fond, ce n'est rien d'autre que la forme traditionnelle du jeu vidéo multijoueur. Ce pourquoi les consoles ont depuis toujours fait de leur port manette supplémentaire un argument de vente en béton. Au point d'en rajouter sur les cartouches, vous vous en rappelez ? Lorsque le jeu en ligne s'est répandu sur console dans la deuxième moitié des années 2000, les éditeurs ont quelque peu délaissé cette forme historique du multijoueur, en laissant une brèche dans laquelle les devs indés se sont rapidement engouffrés. Ils se sont inspirés des classiques, ils ont donné une nouvelle jeunesse à plein de sous-genres que l'on croyait appartenir au passé, et voilà comment la tradition du jeu canapé s'est perpétuée. Ce n'est pas la forme la plus sophistiquée de jeux vidéo, ce n'est pas avec ça que vous allez convaincre vos amis que le jeu vidéo c'est de l'art, mais au moins vous pourrez leur donner envie de faire une soirée JV chez vous. C'est toujours mieux que de traîner avec des gens qui parlent mal de votre maman en russe. La Factorpedia est une émission de Factor News, un site de jeux vidéo entièrement financé par nos lecteurs, c'est-à-dire vous. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez nous encourager à en faire d'autres, vous pouvez nous donner de l'argent sur notre plateforme Tipeee. Celle-ci nous sert à financer des reportages, des interviews, des podcasts et plein d'autres choses que vous pouvez retrouver sur factornews.com.